Très bien, bonjour à tous. Merci, merci aux organisateurs de cette journée. Je me joins à ce qui a été dit tout à l'heure lors de la table ronde précédente sur l'intérêt de cette journée et plus encore même de l'Institut Convergence sur ce décloisonnement des disciplinaires et l'importance que ça a dans notre travail à tous. Particulièrement sur une question comme celle que je vais aborder ici, qui est celle des inégalités sociales de santé, à la fois maternelle et périnatale, et de la question dans ce champ-là des soins différenciés et des biais implicites. Alors, juste en guise d'introduction, une courbe, là encore, des données de l'INSEE, que je n'ai fait qu'utiliser, qui montre l'évolution du taux de naissance des femmes qui sont nées à l'étranger en France entre 2000 et 2014, et qui montre donc une croissance continue. D'après la dernière enquête nationale périnatale qui date de 2016, près de 19% des femmes qui accouchent en France sont nées à l'étranger, donc répondent à la définition des migrantes. Et il existe, comme cela a pu être montré par un certain nombre de travaux épidémiologiques, il existe des inégalités de santé entre migrantes et femmes des pays natifs, des inégalités de santé à différents niveaux. Ici, en termes de mortalité maternelle, on voit sur ce forest plot que le risque des femmes nées à l'étranger est près de 2 fois plus important que celle des femmes natives de mourir pendant ou au décours de la grossesse. On voit également cela apparaître en France, et ce surrisque concerne tout particulièrement certains groupes de femmes migrantes, qui sont les femmes qui sont nées dans les pays d'Afrique subsaharienne. On le voit également pour des femmes qui appartiennent à cette fameuse catégorie autre qu'on voit dans beaucoup de travaux épidémiologiques et qui n'est rien d'autre qu'une catégorie dans laquelle sont agrégées des femmes qui appartiennent elles-mêmes à des sous-catégories, mais trop peu nombreuses pour pouvoir être distinguées. Et également, donc, dans cette catégorie autre, on voit également des risques de mortalité maternelle très, très importants. Ces inégalités concernent aussi ce qui arrive juste en amont de la mortalité maternelle, à savoir la morbidité maternelle sévère, avec, là encore, quels que soient les pays dans lesquels ont été menées ces investigations. On parle ici de pays à niveau sanitaire élevé. Les risques de morbidité maternelle sévère sont beaucoup plus importants pour les femmes migrantes que pour les non-migrantes. On retrouve également cela en France, dans l'étude EpiMoms, qui était une étude qui a été financée expressément pour étudier le phénomène de la morbidité maternelle sévère. C'est une étude en population, cas témoins, avec une méthodologie très robuste. Et on voit dans cette étude que 2 fois plus de risques de morbidité maternelle sévère pour les femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ce surrisque n'existe pas, en revanche, pour les femmes qui sont nées en Afrique du Nord. Ça concerne à la fois les pathologies hypertensives sévères, ça concerne les infections sévères, ça concerne également la morbidité qui survient pendant le travail lui-même, et notamment liée à l'hémorragie du postpartum, avec 2 fois plus de risques chez les femmes qui sont nées en Afrique subsaharienne par rapport aux femmes qui sont nées en France. Là, je vous ai parlé jusqu'à présent de morbidité maternelle. On peut dire la même chose globalement de la morbidité périnatale, c'est-à-dire la morbidité qui va concerner l'enfant, soit le fœtus, soit le nouveau-né. Et un des indicateurs les plus représentatifs, j'aurais pu prendre le retard de croissance intra-utérin ou les petits poids pour la gestationnelle, mais ici, je vous montre des données qui concernent la prématurité. On voit que les femmes qui sont nées en Afrique subsaharienne ont un risque de prématurité plus important que les femmes qui appartiennent à d'autres groupes. Et là encore, il faut noter que pour les femmes qui sont nées en Afrique du Nord, il n'y a pas de surrisque par rapport aux femmes qui sont nées en France. Alors, première chose qu'on peut dire à partir de ça, je suis désolé, j'ai brossé vraiment de manière très rapide et à très gros traits ces inégalités et les données. Il y a bien plus de données qu'on pourrait intégrer à
à ce type de présentation, mais le temps est compté. La première chose qu'on peut dire, c'est que cette association entre migrants, exposition à une migration, on va dire, et des indicateurs de santé maternelle ou santé périnatale, elle est en réalité beaucoup plus complexe que ce que j'ai pu vous montrer ici. Et cette association, elle est modulée par beaucoup de facteurs. Elle est modulée par le pays d'origine. Ici, on parle de grandes régions comme l'Afrique subsaharienne, mais bien évidemment, les choses ne sont pas la même suivant tous les pays de naissance. Ce n'est pas la même chose non plus en fonction des parcours migratoires, en fonction du temps de résidence sur le territoire. Ce n'est pas la même chose en fonction de la génération de migrants, et ni même en fonction du risque considéré. C'est-à-dire qu'on voit ici, on a l'impression d'avoir des patterns un peu similaires pour la morbidité maternelle et la morbidité périnatale. Or, ce n'est pas du tout les mêmes médiateurs, probablement, entre les deux. Et donc, ce sont deux phénomènes très différents. Et puis, bien évidemment, toutes les variables, les covariables qu'on va pouvoir prendre en compte quand on va réaliser des ajustements sont susceptibles, là aussi, de moduler les associations qu'on peut observer. Alors maintenant, si on rentre dans les mécanismes explicatifs, il y a un élément, un facteur médiateur qui nous paraît, en tant que soignant en tout cas, assez évident, c'est la question des soins sous-optimaux. Et il y a un certain nombre de travaux de recherche qui sous-tendent l'hypothèse que les soins sous-optimaux sont des vrais médiateurs entre l'exposition à ces parcours migratoires, à la migration, et une santé maternelle ou périnatale dégradée. D'abord des travaux comme ceux de la cohorte précaire. Bien sûr, c'est des soins finalement qui ne répondent pas aux standards attendus dans les pays d'origine. C'est-à-dire un nombre de consultations, ça peut être d'un point de vue quantitatif ou d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire un nombre de consultations prénatales insuffisantes par rapport au nombre de consultations recommandées, les échographies du premier ou du deuxième ou du troisième trimestre non réalisées ou réalisées à des moments où on n'obtient pas les mêmes informations que celles qu'on obtiendrait. Ça correspond également à des prises en charge pour des pathologies spécifiques, gravidiques, qui ne sont pas adaptées à ce qu'on pourrait attendre. Voilà, donc c'est une façon très générale de parler ici, de parler de soins sous-optimaux, et ça regroupe en réalité beaucoup de choses très différentes. Mais ici, par exemple, dans les données de la cohorte précaire, quand on prend stricto sensus les critères de la Haute Autorité de Santé pour définir ce que c'est qu'un soin prénatal optimal, on voit que 17% des femmes nées en France rentrent dans la catégorie des soins prénataux sous-optimaux, 27% pour les femmes nées en Afrique du Nord, 35% presque pour les femmes en Afrique subsaharienne. Et quand on s'intéresse au cas de mort maternelle, ce qui est fait de manière continue dans le cadre de l'enquête confidentielle nationale sur les morts maternelles, et que chez ces femmes mortes en cours de grossesse, on se rend compte que la fréquence des soins sous-optimaux, potentiellement impliqués dans la survenue du décès maternel, sont beaucoup plus fréquents chez les femmes nées à l'étranger que chez les femmes françaises, et que ce qu'on appelle les morts évitables sont plus fréquentes également dans cette catégorie des femmes nées à l'étranger. Alors, les mécanismes maintenant qui peuvent expliquer ces soins sous-optimaux, ils sont de différentes natures. Un certain nombre de facteurs socio-économiques qui peuvent être des barrières, autant de barrières à l'accès aux soins, des problèmes liés au territoire de résidence, à l'éloignement, des éléments en rapport avec la littératie en santé, en rapport avec les comportements, et puis un certain nombre d'autres facteurs qui sont liés au stress social, qui pèse sur les personnes dans des situations précaires, comme le sont très souvent les migrants, des phénomènes de discrimination et puis des phénomènes liés au biais implicite ou aux discriminations inconscientes. Et donc je m'arrête un petit peu sur cette question des discriminations. Les discriminations, vous connaissez la définition, un traitement inégal ou différent qui défavorise un individu ou un groupe et qui repose sur l'origine ethnique, la race ou la nationalité. Et ces discriminations, on a vu qu'elles peuvent avoir des répercussions négatives en ce qui concerne l'intégration sociale, civique des immigrés, et elles ont également
des conséquences négatives sur le plan psychologique et sur le plan physiologique. Il y a un certain nombre de cadres conceptuels qui ont été développés autour de différentes pathologies. Ici, c'en est un qui vise à intégrer justement ces discriminations dans le système qui pourrait favoriser l'émergence de la prématurité ou des petits poids pour l'ère gestationnelle. C'en est un parmi d'autres, c'est un cadre très hypothétique, mais néanmoins, on voit quand même que ces discriminations qui peuvent exister soit à l'échelle institutionnelle, soit être de l'ordre des discriminations interpersonnelles, aujourd'hui, on arrive à en mesurer certaines des conséquences biologiques qui pourraient rentrer dans des cascades inflammatoires et favoriser des événements comme la prématurité et le petit poids d'âge gestationnel. Et ce qui est intéressant aussi dans ce type de cadre conceptuel, c'est qu'on voit deux choses. On voit bien évidemment l'exposition en cours de la grossesse, mais on se place dans une perspective de vie et on prend en compte aussi toute l'exposition qui a pu précéder la grossesse et s'accumuler au cours de la vie pour ne voir ses effets se réaliser que pendant la grossesse ou au décours. Alors, au-delà de ces discriminations conscientes, existent aussi des phénomènes de discrimination inconsciente, ce qu'on appelle les biais implicites. C'est une notion qui a été développée par un certain nombre de psychologues sociaux, comme Brian Nosek, comme Anthony Greenwald ou Banerjee, et qui sont désignés comme des phénomènes inconscients qui laissent des stéréotypes inexprimés, des préjugés, des associations inconscientes entre l'appartenance à un groupe social et des attributs négatifs, avoir une prédisposition sur les agents en situation de décider et qui les amène à traiter les personnes différemment en fonction de leur origine sociale. Et donc il y a une hypothèse qui lie les biais implicites dont sont porteurs les professionnels de périnatalité à des soins différenciés et à l'échelle de la population à des inégalités sociales de santé. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces soins différenciés? D'abord, on observe des taux de césarienne, j'ai pris ici quelques exemples, on observe des taux de césarienne très différents entre des femmes nées en Afrique subsaharienne, primipare, et des femmes qui sont nées en France, globalement 2 fois plus. Ça, c'est ce qu'on observe à l'échelle internationale. On a regardé en France, on observe également ces différences. On passe de 17% de césariennes chez les femmes nées en France à 30% de césariennes chez les femmes nées en Afrique subsaharienne. Et on se rend compte qu'en réalité, qu'en ajustant sur tous les facteurs médicaux qui peuvent expliquer ces césariennes, que cette différence persiste et qu'elle reste importante puisqu'on a toujours 3 fois plus de césariennes, les mêmes majorées, 3 fois plus de césariennes chez les femmes d'Afrique subsaharienne que chez les femmes nées en France, toutes choses égales par ailleurs. Bien sûr, peut toujours persister une confusion résiduelle. On observe également des soins différenciés de la même façon en ajustant sur un certain nombre de facteurs médicaux qui peuvent expliquer des différences sur l'opportunité d'exercer un choix par rapport au dépistage de la trisomie 21. On ne parle pas de la réalisation du test de dépistage de la trisomie 21, mais ici de l'opportunité de se prononcer sur ce test. Et ici, on a étudié ce phénomène à partir des données d'un échantillon représentatif qui est celui de l'enquête nationale périnatale. Et là, on a couplé 2 années, donc on a un effectif de près de 20 000 femmes qui sont ici analysées. On n'observe pas de différence, en revanche, en termes d'analgésie péridurale pendant le travail, que ce soit dans la mise en place de cette analgésie et dans le délai de sa mise en place entre les différents groupes. Ce sont ici aussi des données qui viennent d'une analyse qu'on a menée sur l'enquête nationale périnatale. Et en revanche, avec une autre approche, qui est ici une approche socio-anthropologique, qui a été conduite par Priscille Sauvegrain, on a pu mettre en évidence des petites différences, des différences assez subtiles en fait de prise en charge, qui sont assez inaccessibles aux enquêtes épidémiologiques, mais qu'on voit par ces approches qualitatives, qui montrent donc des différences susceptibles à la fois de retarder le diagnostic de pathologies hypertensives sévères et éventuellement d'expliquer des évolutions vers des formes plus graves.
Donc là encore, des soins différenciés entre des femmes d'Afrique subsaharienne et des femmes nées en France. Concernant maintenant les biais implicites, donc ces préjugés dont seraient porteurs les soignants, la notion de biais implicite est relativement récente finalement, et en tout cas sa translation dans le domaine du soin l'est encore plus. Tout ça se développe aussi par la mise à disposition maintenant de tests qui permettent de mesurer ces biais implicites chez des professionnels et de les tester. Et donc, il y a un certain nombre de travaux, principalement des travaux nord-américains, qui ont montré dans différents champs disciplinaires médicaux l'existence de biais implicites chez les soignants, mais finalement, très peu de travaux qui sont allés jusqu'au bout du processus pour montrer que ces biais implicites intervenaient dans la chaîne causale et pouvaient être responsables d'inégalités sociales de santé. Il y a un seul travail sur ce domaine qui a été mené dans le champ de la périnatalité qui s'intéressait aux décisions de réanimation des enfants qui naissent aux limites extrêmes de viabilité et qui montrait, là encore, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis, qu'il existait des biais implicites relatifs à la catégorie raciale, mais qu'ils n'étaient pas capables de mettre en évidence de lien entre l'existence de ces biais implicites chez les professionnels et des intentions de prise en charge des nouveau-nés aux limites de viabilité. On parle ici d'intention de prise en charge parce que tout cela a été réalisé à partir de vignettes cliniques. Il y aura prochainement des données qui seront disponibles en France, puisque, avec Priscille Sauverain, que je mentionnais tout à l'heure, on coordonne un projet qui porte précisément sur ce sujet, et on espère, à la rentrée prochaine, pouvoir avoir les premiers résultats. Je terminerai par un plaidoyer, finalement, qui est celui de mettre en exergue l'importance de cibler la santé maternelle et périnatale quand on parle d'inégalité sociale de santé, et notamment par rapport à cette question des migrations. Parce que, bien évidemment, ici, avec ce moment clé, on est à un pont intergénérationnel, et donc on est dans une situation où, quand il existe des inégalités de prise en charge à ce moment important, qui est la grossesse ou les prises en charge néonatales, on est susceptible de générer des problèmes de santé qui eux-mêmes sont susceptibles d'altérer la condition socio-économique à l'âge adulte, et donc de perpétuer ce cercle vicieux de l'inégalité. C'est particulièrement important, et c'est d'autant plus important, je dirais, qu'avec le soin périnatal, si ce facteur intermédiaire, qui est un facteur modifiable, peut l'être, en dépit de l'environnement, parfois un petit peu hostile, eh bien, je pense qu'on peut faire beaucoup pour améliorer les choses pour les parturientes qui naissent en France et qui viennent de l'étranger. Voilà, je vous remercie pour votre attention.